Bonjour et bienvenue aux infos TCBH de la semaine du 10 avril 2024. Voici les sujets de la semaine. En studio, Simon Crowe nous donne leur juste sur ses nouveaux défis. Laurie Tatibouette du Canab. À la salle des Chevaliers de Colomb de Trois-Pistoles, des chèques pour garnir les boîtes à lunch des écoles de la région. Au Centre culturel, Mme Geneviève Renard nous parle des activités de loisirs d'avril. Et M. Rino Bélanger nous entretient de la Société d'histoire et de généalogie de Trois-Pistoles. À l'Aréna Bertrand-Lepage, le club de patinage artistique Les Étincelles. L'équipe de la TCBH a vécu l'éclipse solaire au Nouveau-Brunswick. Simon Crowe est un nouvel employé de la Ville et nous dévoile ses nouveaux projets. Bonjour, Ghislain Vachon, ici en compagnie de M. Simon Crowe. Vous allez me rappeler, M. Crowe, est-ce qu'on dit Crowe ou Crowe? On dit Crowe, mais ça ne me dérange pas qu'on dise Crowe. Là d'où je viens, souvent, le Z en fin de nom commun, de nom propre, pardon, on l'oublie, mais moi j'ai pris l'habitude qu'on m'appelle Simon Crowe. Vous êtes de quelle région? De Haute-Savoie, donc ça se trouve au niveau des Alpes en France, fait que secteur Est, Sud-Est, proche de la Suisse et de l'Italie. Donc le climat ici au Québec? J'ai l'habitude de la neige, les hivers sont quand même un petit peu plus courts et moins extrêmes, mais je me suis assez bien habitué à ça. Je dirais que la différence a plutôt été que là d'où je viens, c'est plutôt les horizontales et les sommets qui permettaient de m'orienter. Ici, on est plus dans un monde… vertical. C'était plutôt les verticales en France. Ici, on est plus dans l'horizon. Donc, mais j'aime beaucoup avoir justement une vision un peu plus dégagée, en particulier vers le fleuve. Là, vous avez été engagé par la ville de Trois-Pistoles. On a suivi votre saga un peu là, au niveau de l'immigration. On n'en reparlera pas, on en a déjà assez parlé. Je pense que vous n'êtes pas ici pour ça nécessairement avec nous aujourd'hui. Donc, vous êtes engagé à la ville de Trois-Pistoles. Quel est votre poste? Quel est votre rôle? Oui, alors à la ville de Trois-Pistoles, mon poste, c'est coordonnateur au développement. Donc c'était un poste qui n'existait pas avant, qui a partiellement existé autour du 325e de Trois-Pistoles. Mais le poste était vacant, donc c'est vraiment une création de poste. Et mon rôle, c'est de faire du développement. Donc au niveau de l'administration de la ville, tout le monde a un petit peu ses fonctions, que ce soit au niveau des loisirs, au niveau de la culture, au niveau de l'administration, des greffes, etc. Puis moi, mon rôle, ça va être de venir développer des projets qui peuvent être soit des projets culturels, des projets sociaux, ça peut même toucher à de l'urbanisme. C'est vraiment donner un petit coup de boost au projet de la ville de Trois-Pistoles et je travaille vraiment beaucoup en concertation avec mes collègues au sein de l'équipe de la ville, mais aussi avec tout le milieu, que ce soit le milieu communautaire, les organismes, même le milieu privé, la MRC. Donc c'est beaucoup de coordination et du développement. Pour ceux qui n'auraient pas suivi la saga, là, parce que Dieu sait que ça a été une saga, vous habitez à Trois-Pistoles, vous n'êtes pas un étrange, comme les gens se plaisent à dire ici lorsqu'il y a des nouveaux arrivants. Ça fait longtemps que vous êtes à Trois-Pistoles. Ça va bientôt faire 4 ans, ouais. Vous êtes à Trois-Pistoles, donc vous êtes un nouveau, mais avec une certaine expérience à Trois-Pistoles. La région, est-ce qu'elle a du potentiel pour développer, pour oui. Déjà, moi, la région, si je la prends de manière un petit peu plus large, moi, quand je suis arrivé au Québec en 2016, je suis arrivé à Rivière-du-Loup, fait que je suis arrivé directement dans le Bas-Saint-Laurent. Je ne suis pas arrivé par Montréal. Ce qui m'intéressait, c'était, j'avais l'idée que le vrai Québec, il serait plus en région qu'à Montréal. Donc, je suis venu à Rivière-du-Loup, puis il y a 3 ans et demi maintenant, je suis venu dans les Basques à Trois-Pistoles. Et oui, je trouve qu'il y a un gros potentiel parce qu'on a un milieu naturel qui est vraiment invitant à beaucoup d'activités, que ce soit des activités de loisirs, de culture ou d'attractivité. On a une ville de taille modeste, avec un urbanisme, on parle de Notre-Dame-des-Neiges autour, de la MRC, on peut assez facilement accéder, connaître les gens et monter des projets ensemble. Fait que moi, je trouve qu'il y a vraiment du potentiel de développement, il y a des besoins, on a besoin qu'il y ait des choses qui se passent pour tout le monde, pour les jeunes, pour les aînés, pour les gens de passage. Et on a aussi une situation qui est
à la croisée de plusieurs chemins. Je veux dire, C'est un carrefour, Trois-Pistoles, c'est un carrefour. On a un accès au fleuve, on a le traversier qui nous rapproche de la côte nord, les Escoumins. Au final, les Escoumins, ce sont nos voisins comme l'île Verte et Saint-Simon. On a les Hauts dans les Basques qui représentent un milieu plus avec la montagne, la forêt. Et puis on a, mettons, deux pôles un peu plus gros au niveau d'urbanisme et économique qui sont Rivière-du-Loup et Rimouski. Donc on a une position… Les banlieues de Trois-Pistoles. Les banlieues de Trois-Pistoles, comme j'aime à les appeler. On a quand même une position centrale qu'on peut exploiter et beaucoup d'attrait. Mais c'est beau ici, vous voyez encore le coucher de soleil, parce que nous, avec le temps, ça fait 21 ans, je suis ici, je le vois moins, là. Mais vous voyez encore le coucher de soleil, vous, avec vos yeux émerveillés? Oui, c'est sûr que on le dit souvent ici, c'est que la météo change vite, les marées changent le paysage, puis les saisons, on vit les saisons, on a des hivers qui arrivent en plein printemps, on a des printemps qui durent un petit peu, mais oui. C'est très changeant. Fait que oui, je m'émerveille toujours, mais je pense que c'est aussi un état d'esprit pour se sentir bien quelque part, faut pas oublier parfois de prendre un pas de recul et de voir tout ce qu'il y a de beau autour et pas forcément… notre petit quotidien, je veux dire, prendre une pause d'1 minute avant de rentrer dans sa voiture, puis de regarder un petit peu, de se dire les oies sont-elles là, la météo, les bourgeons poussent, je veux dire, ça aide à être en phase avec son milieu. Mais avec les yeux de quelqu'un qui vient des montagnes de France, c'est beau ici ou on s'en fait pour rien? Oh oui, non, c'est vraiment beau. Il y a c'est ça, moi j'ai découvert le milieu du fleuve depuis que je vis dans le Bas-Saint-Laurent. C'est sûr que je suis allé quand même dans le bois, puis j'aime beaucoup le printemps, l'automne, se balader en forêt, la cueillette des champignons et autres activités de ce genre. Je n'ai pas encore mis les pieds dans tout ce qui est la chasse. Mais moi, c'est vraiment le fleuve, puis je trouve que c'est magnifique, quoi, les îles qu'on a autour de nous, la facilité d'accès, justement l'estran qui est découvert à marée basse, les petites balades qu'on peut faire au bord de l'eau, partir à pied de Trois-Pistoles pour se rendre jusqu'à la grève Morancy à marée basse, c'est magnifique. C'est magique, c'est magique. Il y a certaines heures de la journée, le matin surtout, les gens qui… C'est beau le soir, mais le matin, c'est particulier. Surtout en ce moment, on commence à se faire réveiller par les oies. Donc, elles sont encore timides et en petits groupes, mais c'est vraiment une période que j'aime beaucoup, l'arrivée et le départ des oies. Bon, là, on a parlé, j'appelais ça la section biographie. Là, surtout le premier dossier majeur, il y a eu un regroupement de plusieurs acteurs autour du ce qu'on appelait le PABA. Le bâtiment est encore là. On en est où là-dedans? Alors, qu'est-ce qui s'est passé effectivement dans les médias? Il y a eu des annonces depuis la semaine dernière. Donc, ce qui se passe, c'est que si on fait juste un petit recul sur, mettons, 2023, en 2023, à la fois, il y a la ville qui a stoppé les processus de vente potentielle du bâtiment du PABA, puis a souhaité vraiment garder cet actif dans le giron de la municipalité. Puis, en parallèle, les acteurs plus… économiques, récréo-touristiques qui gravitent autour du quai se sont regroupés. Donc on parle ici de la coopérative de kayak, de la marina, de la compagnie de navigation des Basques et de la société Provencher qui sont regroupés et qui ont créé un organisme qui s'appelle l'Escale maritime de Trois-Pistoles, dont l'objectif est de présenter toute l'offre qu'il y a à faire autour du fleuve, d'avoir un pôle récréo-touristique, d'avoir un accueil pour les touristes pour mieux mettre en valeur notre offre qu'on a l'été. Puis ce n'est pas uniquement pour les touristes, c'est aussi pour les gens d'ici. Donc il y a tout un volet de sensibilisation à notre milieu maritime qu'on délaisse un petit peu parfois. Ça, j'ai pu le remarquer en arrivant, en ayant peut-être un petit peu peur du fleuve. Ah, naviguer sur le fleuve, c'est dangereux, il fait froid. Mais quand on regarde le fleuve, quand on regarde la faune, que ce soit les mammifères marins, que ce soit les oiseaux, il y a vraiment beaucoup de choses à faire autour de ça. Donc l'Escale s'est créée à l'automne 2023. Et donc, entre la ville qui veut conserver le PABA et en faire quelque chose, et l'Escale qui a ses besoins au niveau récréo-touristique l'été, ben là, si je peux dire, ça fait un bon match. Donc, au niveau de la ville, quand la ville en est venue à recruter le poste de coordonnateur au développement, ben c'est sûr que dans mes missions principales, ou en tout cas prioritaires au début, il y avait la relance du secteur du quai, qui incluait qu'est-ce qu'on fait avec le parc de l'aventure basque en Amérique, comment on redynamise le secteur du quai.
Et donc là, moi, je suis arrivé, j'ai commencé à travailler, puis assez rapidement, on a, et ça c'est l'objet des annonces médiatiques qu'il y a eu ces derniers jours, on a déposé un projet de requalification collective du bâtiment abandonné depuis 2016 quand même. Et parmi plus d'une vingtaine de projets dans tout le Québec, on a été sélectionné. Il y a 5 projets qui ont été sélectionnés. Donc là, on est en train de rentrer dans une phase qui va à peu près durer 6 mois, où la ville va être accompagnée par des entreprises d'économie solidaire en aménagement et qui vont nous aider avec les SCAL, mais aussi avec les citoyens et avec les organismes du milieu qui auront un intérêt à se prononcer sur « Ah bah tiens, nous, au PABA, on s'est toujours dit que ça serait le fun d'avoir ça, ou « Ah bah nous, il nous manque une salle pour faire telle activité. Ah, est-ce qu'on ne pourrait pas la mettre au PABA pour y ramener de l'activité ?» Mais tout ça en mode collectif. Donc là, on va démarrer 6 mois de réflexion où on va voir qu'est-ce qu'on fait du bâtiment du PABA, quelle place on laisse aux différents organismes. Puis ce qu'on peut imaginer à terme, c'est que l'été, on vibre beaucoup autour des activités maritimes, autour éventuellement de camps de jour et de terrains de jeu qui seraient organisés pour nos jeunes, d'activités touristiques. Puis après le reste de l'année, on peut imaginer d'autres usages plus pour la collectivité. J'imagine que vous avez pensé à faire des contacts avec les communautés basques européennes, voir pour l'intérêt, est-ce qu'ils veulent revenir dans le giron du PABA? Ben alors, si on parle un peu du côté basque, le basque qui est le nom de notre MRC, de notre région, c'est le nom qui a été donné à l'île en face de Trois-Pistoles. Le parc de l'Aventure basque en Amérique, c'était l'historique basque. Cet historique basque et plus généralement l'historique culturel du carrefour qui est Trois-Pistoles, celui-ci il est vraiment intéressant, il est distinctif par rapport à peut-être d'autres endroits où on se focalise beaucoup sur la nature, les belugas, les baleines. Le côté patrimoine culturel il est important ici. L'île aux Basques a été un lieu d'échange où un des premiers processus industriels de transformation des baleines noires au XVIIe siècle, c'était sur l'île aux Basques. Il y a encore des traces de ces fameux fours basques. Ça se sent encore. Ça, je sais pas, il y a souvent trop de vent, ça dépend de quel côté on se place. Pour ceux qui ne sont jamais allés, là, mais, ça se sent encore. Là. Mais c'est sûr que cet historique, il est important. Puis quand on revient au bâtiment, il y a un mur de pelote, par exemple. Il y a du monde qui joue à la pelote. J'en fais partie depuis l'été dernier. On a remonté un club de pratique de pelote basque et on est en train de s'organiser pour pouvoir aussi se faire connaître et puis inviter la population à venir à nouveau jouer sur ce mur. Il faut qu'il soit repeint. La dernière fois, c'est moi qui l'avais repeint. Il a été repeint l'année dernière. L'année dernière, il a été repeint. Oh, ouais. Donc, il y a quelques projets d'amélioration qui vont déjà voir le jour cette année. Et donc, cet historique basque, il va continuer à faire partie du projet, mais on s'entend que ça ne va pas être le chapeau principal du projet. Il y a l'historique basque, il y a la culture, il y a les échanges avec les peuples autochtones qui sont entre les peuples européens et les peuples autochtones depuis le XVIIe siècle. Il y a tout le côté écosystème, maritime, naturel, la faune et la flore. Il y a les loisirs aussi récréo-touristiques. Fait que ça risque d'être une combinaison d'un petit peu tout ça pour satisfaire un maximum de monde. Est-ce qu'on peut s'attendre à un retour du rendez-vous basque? Peut-être. Ça va dépendre. Le rôle de la ville là-dedans, c'est de réfléchir à un projet qui va fédérer du monde et un projet qui va faire du sens, au niveau de qu'est-ce qu'on veut faire, mais qui va faire du sens même financièrement, pour pas que dans 3-4 ans, on investisse de l'argent puis que ça décline. Donc, s'il y a du monde qui veut venir organiser des événements, on va faire en sorte que le secteur de l'ancien PABA soit apte à recevoir des événements. Donc, c'est pour ça qu'on veut consulter la population pour faire revenir un peu un intérêt pour cette zone qui, je rappelle quand même, c'est un carrefour parce qu'il y a la route verte qui passe ici, qui est une route cyclable à travers tout le Québec qui passe sur le terrain du PABA. Le Sentier national également. Le Sentier national qui arrive ici. À partir de cet été, il y a la route bleue qui va venir faire une escale dans les Basques. La route bleue qui est une route qui va permettre de faire des sorties kayak tout le long de l'estuaire. On a également le camping qui est juste à côté de cette zone. Donc, comment proposer des activités pour les visiteurs qui viennent… Les chalets d'été qui sont juste à côté. Les chalets. Donc, il y a quand même vraiment un secteur qui est clé et stratégique l'été.
Puis le reste de l'année aussi, on aimerait qu'il s'y passe des choses dans le bâtiment. Donc ça va vraiment être… Le problème d'isolation qu'il faut régler. Alors l'isolation, c'est un problème, moins qu'un problème, j'ai envie de dire, c'est un fait. Le bâtiment a été conçu pour… 3 saisons, deux saisons. Ça dépend, les notions de saison au Québec, c'est un peu… c'est variable d'une année à l'autre. Spécial, mais le bâtiment n'a clairement pas été conçu pour l'hiver. Donc là, il y a 2 options qui vont se poser. C'est soit garder le bâtiment tel quel au niveau de son efficacité énergétique et l'utiliser uniquement l'été, ou alors revoir au complet à la fois l'isolation, mais à la fois l'aménagement et à la fois la méthode de chauffage. C'est quand même 3 choses qui sont concomitantes là-dedans. Et si on arrive à avoir un modèle qui fonctionne pour l'hiver, ça va nous permettre d'avoir des infrastructures peut-être de meilleure qualité si on est capable de les utiliser toute l'année. Donc, on ne fera pas des infrastructures et des investissements s'il n'y a pas de demande du milieu. Donc, c'est vraiment un projet que la ville va mener. Une sagesse dans l'évolution. C'est ça. On va y aller peut-être par étapes aussi. Ce n'est pas exclu qu'on fasse quelques étapes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la première étape, c'est que dès cet été, il va se passer pas mal de choses au niveau du secteur du quai, du PABA, du parc du 325e aussi, qu'on appelle parc du 325e. Malheureusement, lui est tombé en pleine pandémie. Le 325e, donc ça a passé même pas comme du beurre dans la poêle. Ce parc également va faire l'objet d'aménagement parce que c'est un parc municipal qui permet aussi d'accéder au fleuve. Il y a quand même des enjeux au niveau du fleuve, c'est la privatisation à l'accès au fleuve. Je veux dire, c'est difficile d'aller marcher sur la grève. Je parlais de l'intérêt de la marée basse, oui, mais si vous ne pouvez pas y accéder, ça devient difficile. Donc là, ce parc, il est vraiment stratégique pour ça, il est intéressant. Donc c'est ça qu'on voudrait exploiter. Ça fait vraiment partie de la zone qu'on va avoir à développer et qui est, comme tu l'as dit en introduction, un peu ma mission prioritaire du moment. Les gens qui veulent s'impliquer font quoi? Ils appellent à la ville? Alors, pour l'instant, je veux dire, que ce soit sur ce sujet ou d'autres, les gens peuvent s'adresser à la ville s'ils ont des questions ou des idées. De bonnes idées. Ou de bonnes idées. Donc, c'est sûr, c'est que le projet dont j'ai parlé de requalification collective, ça vient de démarrer. Donc, probablement que d'ici 2-3 mois, au tout début de l'été, on va être plus structuré, on va lancer un programme de consultation et de participation. En attendant, si les gens, si vous êtes pressés pour partager vos idées, vous pouvez effectivement contacter la ville sur le site internet de la ville ou au téléphone, vous allez tomber à l'accueil. Laissez-nous vos idées. Tout ce qui concerne le PABA, ça va être dirigé vers moi, donc je commence déjà à être à l'écoute des citoyens. Il y en a déjà qui ont commencé à nous contacter. Donc on va prendre toutes ces idées, on va leur donner du sens. Puis, si on arrive à trouver quelque chose qui fait du sens et qu'on va pouvoir financer à moyen terme, on s'en va vers de belles années, un beau futur pour le PABA et le secteur du quai. La télévision demeure très ouverte pour participer à ça. C'est un très beau projet. Ce qui est bon pour la région est bon pour la télévision. Et c'est l'appétit vient en mangeant. Ce qui est bon pour la télévision est bon pour la région également, je crois. Le mot de la fin? C'est entendu. Le mot de la fin, peut-être? Quelque chose à ajouter? Oui, moi, je suis peut-être pour le mot de la fin, je vais prendre aussi peut-être un chapeau un peu plus personnel, parce que là, j'ai parlé en tant qu'employé de la ville, mais avant d'être employé de la ville, comme tu l'as dit, ça fait 3 ans et demi que j'habite à Trois-Pistoles. J'habite pas loin du secteur du quai et à mon grand désespoir, j'ai découvert en m'installant ici, en rejoignant ma conjointe, qu'il y avait ce bâtiment abandonné qui était dans un secteur que je trouvais très propre au développement. Donc, à titre d'habitant de Trois-Pistoles, je suis vraiment content que la ville, et j'espère que ça va devenir encore plus collectif, qu'on se réapproprie le fleuve, tout ce secteur-là, que ça devienne un lieu où on ne fait pas juste aller avec son char pour regarder le coucher de soleil, mais où les gens peuvent se rencontrer, où il peut y avoir des activités culturelles, que ça redevienne de loisirs. Ça ne redeviendra pas ce que c'était, mais que les valeurs, en tout cas, qui étaient celles de la rencontre, de l'événementiel, que tout ça revienne. Que ce soit un pôle attractif. C'est ça, sous une forme qui va être différente. En tant que voisin de tout ça, je me réjouis aussi
des énergies qui sont mises et je suis sûr que ça va aboutir à quelque chose de bon pour la région. Bien, merci beaucoup. Je vous serre la main. Merci. Je salue les nouveaux arrivants, même si ça fait quelques années. Ah, ça a l'air qu'on est nouveaux arrivants pendant 3-4 ans, selon le comité d'accueil des nouveaux arrivants des Basques. Même, parfois pendant 30 ans, selon certains, en espérant. Mais de toute façon, les gens sont gentils ici quand même, mais je peux comprendre ça. On est bien accueillis. On reste toujours des étranges, mais on finit par devenir sympathique à la population. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et puis, s'il y a des développements, on vous réinvitera. C'est bon, avec plaisir, je viendrai vous parler de tout ça. Voici Laurie Tatibouette du Canab, agent de développement en immigration. Bonjour, je m'appelle Laurie Tatibouette, je suis agente de développement en immigration pour la MRC des Basques et je travaille aussi en collaboration avec 3 autres collègues, dont une de la MRC des Basques, Marie-Ève Rioux, qui est agente de développement en attractivité, Mélanie Rioux, qui est agente place aux jeunes, et Valérie Gosselin, qui est agente à l'intégration pour les personnes immigrantes. Donc, toutes les 4, on a conformé un collectif qui s'appelle le CANAB. Donc, l'acronyme, c'est le CANAB, mais ça veut dire le collectif d'accueil aux nouveaux et nouvelles arrivantes des Basques. Donc, nous, on tente, dans le fond, de favoriser l'établissement durable des nouveaux et nouvelles arrivantes en leur offrant un accompagnement personnalisé dans leur projet de migration. Donc, que ce soit moi, Valérie, Marie-Ève ou Mélanie, on veut en fait rendre plus facile l'installation des nouveaux et nouvelles arrivantes dans la région. Moi, mon mandat, c'est de sensibiliser la communauté d'accueil des Basques aux réalités des personnes immigrantes, au racisme, aux différentes formes de discrimination qui peuvent subvenir quand il y a des nouveaux arrivants qui arrivent dans la région. Donc, faire en sorte que ces personnes-là se sentent accueillies, se sentent respectées. Puis pour ça, ça nécessite de former le milieu. Donc moi, c'est un peu ça, mon travail. Puis au Canab, en fait, on s'est regroupés pour pouvoir faire une programmation d'activités ouverte à toute la population, puis qui permet aussi de faire des ponts entre la communauté d'accueil puis la communauté de nouvelles personnes qui viennent de s'établir dans la région. Donc, pour la programmation d'avril et de mai, on a la première activité qui va avoir lieu le samedi 13 avril prochain à 13h, donc en collaboration avec le comité des loisirs de la municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski, qui se situe dans les Basques aussi, un petit peu plus à l'est du territoire. Puis ça va être une partie de cranium, donc tout le monde est bienvenu. Pour les personnes nouvellement arrivées ou les personnes immigrantes qui n'ont jamais eu l'occasion de faire des jeux de société et d'apprendre à communiquer en français, c'est vraiment une belle occasion pour pouvoir se réunir, d'autant plus que le centre communautaire de Saint-Simon, on n'a pas fait souvent d'activités là-bas jusqu'à présent, fait que c'est une belle occasion pour les citoyens et citoyennes de Saint-Simon de venir nous voir puis de venir jouer à des jeux avec nous, parce qu'il y a aussi on essaye de créer aussi des espaces d'échange informels afin de rendre plus facile les liens entre citoyens et citoyennes des Basques, que ce soit des personnes nouvellement arrivées qui sont non immigrantes ou des personnes immigrantes. Donc, c'est le samedi 13 avril prochain. Ensuite, pour la semaine suivante, il va y avoir un atelier de danse créative par Sheeran Figaro, qui est une artiste de danse contemporaine d'origine haïtienne, qui va venir faire des ateliers avec des enfants de l'école primaire Rayon de Soleil à Sainte-Françoise, donc un peu plus dans le haut pays, tel qu'on l'appelle, et qui va aussi être à la Maison de la Famille le 17 avril prochain. Donc, c'est un atelier, contrairement à celui qui va être à l'école de Sainte-Françoise, c'est un atelier qui est ouvert à tous les parents et leurs tout-petits. Donc, c'est sur inscription. Vous pouvez rejoindre Vicky Bélanger à la Maison de la Famille au poste 303, si jamais vous voulez vous inscrire. Il y a aussi, sur le site web, en fait, de la Maison de la Famille, il y a un onglet où on peut cliquer pour dire « Je m'inscris », puis vous sélectionnez l'activité du 17 avril, puis ensuite, vous pouvez vous inscrire ainsi que vos petits-enfants. Ça va être un atelier de danse intuitive, de danse créative qui va être vraiment adapté aux tout-petits. Puis Sheeran Figaro a aussi un site web, si vous vous intéressez à son travail, qui s'appelle ordance.org, donc OREDANS.org. Si jamais ça vous intéresse, elle travaille depuis longtemps, elle est basée à Montréal, puis elle va nous faire l'honneur de venir dans les Basques pour la semaine du 15 avril. Donc voilà. Sinon, le dimanche 21 avril,
à l'occasion du Jour de la Terre, en collaboration avec le projet Tuya porté par Isabelle Blouin et la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, il y a une marche qui va se dérouler près de la rivière Trois-Pistoles, une marche ouverte à toute la famille. En fait, c'est l'occasion de se regrouper pour voir un peu de quoi est fait notre territoire. Puis Isabelle Blouin, avec le projet Tuya, a une grande expérience dans comment se mouvoir dans la nature en étant respectueux d'elle. Donc, à l'occasion du Jour de la Terre, vous êtes invités à une marche familiale à la rivière Trois-Pistoles à Notre-Dame-des-Neiges. Sinon, le vendredi 26 avril, il va y avoir, dans un autre ordre d'idées complètement, c'est l'occasion, le 26 avril, au Beaulieu commun, lors de l'atelier sur le budget de la consommation, donné par le Centre de conseil aux consommateurs, pour les personnes qui ne sont pas familiers avec comment faire un budget, ça va être l'occasion d'avoir toutes les informations nécessaires pour que les personnes intéressées puissent aller de l'avant avec leur projet et quand il y a quelque chose qui bloque en lien avec le budget et comment faire pour que le lien avec les partenaires financiers soit respecté. Le vendredi 10 mai, il va y avoir un café-rencontre au Beaulieu commun, encore une fois, un espace d'échange informel où on va présenter les boissons chaudes qui nous sont chères, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens d'un peu partout pour parler des boissons de leur culture, de leur pays. Donc, c'est encore une fois une belle occasion de faire des ponts entre les citoyens et citoyennes de la MRC des Basques qui soient originaires d'ici ou non. Donc, je vous invite à nous joindre. Ça va être le vendredi 10 mai en début d'après-midi. Et je vous invite, si vous êtes intéressé par une des activités dont je vous ai parlé, si vous voulez prendre connaissance de notre programmation qui va changer à chaque 2 mois environ. On va faire une programmation estivale pour les mois de juin, juillet et à août prochainement aussi. Vous pouvez soit aller sur notre page Facebook qui est CANAB, Collectif d'accueil des nouveaux arrivants des Basques, ou sinon, vous pouvez aussi nous rejoindre par courriel à accueil.lesbasques@gmail.com pour l'agente Place aux jeunes, donc qui s'occupe de l'établissement des personnes de 36 ans et moins dans la MRC des Basques, Mélanie Rioux, que vous pouvez rejoindre par courriel à mélanie.rioux@universemploi.ca ou par téléphone au 418 314 0404 au poste 2502. Il y a Marie-Ève Rioux que vous pouvez rejoindre si vous avez des projets en lien avec votre établissement. Si vous êtes une personne de 36 ans et plus qui voulez vous établir dans les Basques, c'est elle qui prend votre dossier, mais c'est aussi elle qui est en charge de faire des activités pour dynamiser le milieu. Donc, si vous avez un projet, une idée, que vous êtes citoyen d'une des 11 municipalités des Basques et que vous avez envie de vous impliquer dans votre communauté, vous pouvez rejoindre Marie-Ève Rioux à attractivité@commercial-mrcdesbasques.com ou par téléphone au 418 851 3206 au poste 3143. Quant à Valérie Gosselin, qui est agente d'accueil et d'intégration pour les personnes immigrantes, c'est elle qui va s'occuper, comme je vous ai dit préalablement, de tout l'aspect administratif pour l'intégration des personnes immigrantes. Donc, si vous êtes une personne immigrante, que vous avez besoin d'aide dans vos démarches, non seulement pour faire venir votre famille ou pour des enjeux de permis de travail ou autres, vous pouvez la contacter à valérie.gosselin@commercial-universemploi.ca ou au 418 314 0404 poste 2038. Puis quant à moi, vous pouvez me rejoindre au immigration@commercial-mrcdesbasques.com au 418 851 1481 au poste 3218. Puis moi, je suis en fait très ouverte si jamais vous êtes témoin d'un incident raciste, que vous avez vécu de la discrimination, que vous posez des questions sur les personnes immigrantes qui arrivent dans notre région, ou si vous avez besoin d'informations sur comment est-ce que ça se passe immigrer au Québec et au Canada, moi, je suis là pour vous aider à voir plus clair dans ces enjeux qui sont d'actualité de nos jours et qui touchent également la MRC des Basques. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça a été
ce dont je viens de vous parler, c'est la façon la plus facile de nous rejoindre individuellement. Mais si vous voulez parler au CANAB directement, au collectif d'accueil des nouveaux arrivants des Basques, il y a aussi une adresse de groupe qu'on consulte régulièrement, donc accueil.lesbasques@gmail.com, comme je vous ai dit. Vous pouvez aussi consulter notre programmation sur notre page Facebook. Et si vous aimeriez être ajouté à la liste pour recevoir l'infolettre du CANAB, je vous invite à nous écrire à accueil.lesbasques@gmail.com pour qu'on vous rajoute et puis que vous puissiez avoir les dernières nouvelles des programmations du CANAB, des activités qu'on fait, des formations qui sont en cours et de tous les autres projets qui nous occupent pour dynamiser la MRC. Quels sont les loisirs d'avril? Geneviève Renard nous donne un avant-goût de ceux-ci. Bonjour tout le monde. Donc, de retour avec vous pour le mois d'avril. Dans le fond, le mois d'avril est commencé depuis quelques jours déjà. On a vu le spectacle de patin artistique. On a eu la dernière activité, dans le fond, ouverte au grand public à l'Arena, qui était le patin disco. Maintenant, ce qui s'en vient, bien, en fin de semaine, le 13 et le 14 avril, on a MP Arcade qui vient s'installer à la salle Édith Martin. Donc, pour toute la fin de semaine, des longues périodes, c'est vraiment une initiative indépendante. Fait allez voir là, pour avoir plus d'informations, MP Arcade. Ensuite, le 19 avril, on a le début de nos activités de projection de films. Donc, initiative avec Voisins solidaires qui débute le 19, donc à 19 h, ici au Centre culturel, donc encore une fois dans la salle Édith Martin. Le 20 avril, toujours dans notre fameuse salle Édith Martin, on se retrouve pour le rendez-vous des loisirs du printemps. Donc, une tonne de participants, là, une tonne d'organismes participants qui vont venir vous parler de leurs activités de l'été. Il y a des organismes qui vont être là aussi pour finaliser les inscriptions. Nous, la Ville, on est là pour finaliser les inscriptions du terrain de jeu de l'été, vous parler des mercredis actifs, des activités à la piscine, le club de lecture. Donc, juste pour les activités de la Ville, vous allez en avoir pour tous les goûts. Mais on a la Maison du notaire qui est là, on a le club de soccer, on a le club de baseball mineur, on a Donald, professeur de guitare. Fait qu'il y a vraiment une panoplie d'organismes qui vont être présents. Vous allez voir tous les détails aussi sur nos plateformes, là, donc soit le site Internet de la Ville ou la page Facebook. On est actuellement au Centre culturel et vous voyez peut-être pas derrière moi, mais il y a des cocos un peu partout. Donc, on vient de finir notre fameux concours de cocos. On a 9 gagnants. Donc, ils vont se mériter des certificats cadeaux dans un commerce local. Et dans le fond, ils sont venus nous porter toutes sortes de cocos dans des 2 dimensions. On a 3 classes qui sont venues nous porter aussi des dessins. Donc, on a animé notre entrée du centre culturel là, avec tous vos cocos. Fait que merci beaucoup pour ça. Puis, on se retrouve pour le mois de mai. Voici un extrait du spectacle de fin d'année du Club de patinage artistique de Trois-Pistoles.
3 organismes se mobilisent pour enrichir les boîtes à lunch des élèves de la région. Bonjour, Justin Vachon pour la TCBH. Nous sommes ici à la salle des Chevaliers de Colomb de Trois-Pistoles en compagnie de M. Patrice Saint-Jean. Il y a eu une remise de chèque tout à l'heure. Je vais lui laisser l'opportunité de nous dire quel était le but de cette remise de chèque. Bien, nous, au départ, on avait eu l'idée pas moi, mais le conseil au complet, d'aider nos jeunes au niveau des repas à l'école. Alors, suite à ça, on a rencontré le Cosmos qui avait déjà, je pense, travaillé là-dessus. Et ensuite, à Canton, on a parlé aussi avec Mme Morneau pour savoir les besoins de la commission scolaire à ce niveau-là. Et on s'est rejoint avec le Club Optimiste et le Club Richelieu pour donner 2 000 $ chacun pour faire un manque à gagner de 6 000 $. Donc, ici, c'était vraiment un problème criant là, au niveau... le pourquoi de la remise de chèque? Bien ça, je vais vous laisser Mme Morneau tantôt vous expliquer le problème, la problématique qu'il y avait. Nous, c'est moi, je voudrais remercier principalement le Club Richelieu et les optimistes pour s'avoir joint à nous dans ce projet. Je vous remercie beaucoup, M. Saint-Jean. Bonjour, nous sommes présentement ici avec Mme Morneau. Vous êtes maintenant on n'appelle plus ça la commission scolaire. Je vais vous laisser le plaisir de dire quelle est la nouvelle nomenclature. Donc, encore une fois, c'est pour la remise de chèques. Expliquez-nous en quoi consistait la problématique qui a fait en sorte qu'il y avait il fallait amasser de l'argent. Oui, bien bonjour. Donc, effectivement, Cynthia Morneau du Centre de services scolaires du Fleuve et des Lacs. Donc, on a entendu là, de nos différents milieux que dans les dernières années, les boîtes à lunch des enfants étaient moins garnies. Donc, on remarquait effectivement qu'il y avait des besoins du niveau du point de vue alimentaire. Donc, en collaboration avec Cosmos, il y a 2 ans maintenant, on a fait une demande, on a reçu une subvention généreuse à ce moment-là du Club des petits déjeuners qui nous a permis de distribuer des collations à tous nos élèves, du primaire, du secondaire, au Témiscouata et dans les Basques. Donc, c'est une action qui est en cours depuis l'année dernière. Puis là, bien, pour s'assurer d'être en mesure de distribuer des collations jusqu'à la fin de l'année, on a fait appel à nos partenaires. Puis, nos généreux donateurs ont vraiment fait la différence de ce côté-là. Donc, on les remercie grandement. Nous sommes en compagnie de Mme Camille Giard-Boucher. Oui, Mme Boucher, vous représentez ici le Club Richelieu? Exact, le Club Richelieu Trois-Pistoles. Oui, au niveau ici, là, pour la remise de chèques, c'est une des missions du Club Richelieu, j'imagine? Définitivement. La jeunesse a toujours été notre mission première au Club Richelieu. Puis ça a toujours été une force de notre côté. Dernièrement, on cherche des organismes pour pouvoir donner, justement. Et puis, je pense que le Cosmos était ciblé fortement. Donc, ça a été exceptionnel encore cette année. Donc, on parle du Club Richelieu. Si vous avez, je pense que ça a baissé beaucoup au niveau du membership, le Club Richelieu. Qu'en est-il? Bien, actuellement, on est, je vous dirais, 8 membres actifs, constamment actifs. Puis c'est certain qu'on est toujours en recherche de nouveaux membres. Puis j'invite jeunes et moins jeunes à toujours s'inclure à nous. On est une grande communauté, puis il y a toujours place à aider les jeunes, que ce soit dans le secteur des Basques au complet ou juste dans la ville de Trois-Pistoles. Il y a beaucoup d'organismes qui en ont besoin encore, donc autant dans les sports ou à l'école. Donc, je pense que c'est une mission que nous autres, on a toujours prônée. Donc, voilà. Bien, merci beaucoup. Nous sommes toujours à la salle des Chevaliers de Colomb en compagnie de M. Gratien Ouellet, qui est le représentant ici là, pour le Club Optimiste de Trois-Pistoles. Ça va bien, M. Ouellet? Très bien, monsieur. Oui, parlez-nous de l'implication du Club Optimiste au niveau de l'activité d'aujourd'hui. Bien, le Club Optimiste existe depuis plus de 40 ans à Trois-Pistoles. Maintenant, on a toujours été là pour aider nos jeunes du milieu, que ce soit au niveau des sports, au niveau de loisirs. Maintenant, il nous a été demandé par Patrice. Le contact a été fait par Patrice de nous aider pour les petits déjeuners ici à Trois-Pistoles, dans la région des Basques. Et nous avons procédé à notre part monétaire dans ce milieu-là. Donc, le Club Optimiste aussi, on parlait avec la dame du Club Richelieu tout à l'heure. Le Club Optimiste, c'est également là, une de ses missions? Oui, la mission, c'est de venir en aide à nos jeunes du milieu. Maintenant, quand j'ai déposé la demande au niveau du club, le club était d'accord à 100% d'aller aider nos jeunes à Trois-Pistoles. Donc, toujours vivant à Trois-Pistoles, le Club Optimiste? Très vivant. Le cheptel a augmenté. Tout va bien. On a rajeuni
nos membres, puis tout se déroule très à merveille présentement. Merci beaucoup, M. Ouellet. Le 8 avril dernier, plus d'une soixantaine de personnes se sont rassemblées contre le prolongement de la 20 à Notre-Dame-des-Neiges, sous le slogan « Le pont de la 20, ça ne tient pas debout ». Nous nous sommes rendus au Centre culturel pour rencontrer M. Rino Bélanger, qui nous parle de la Société d'histoire et de généalogie de Trois-Pistoles. Bonjour, Justine Vachon pour la TCBH. Nous sommes en compagnie de M. Rino Bélanger, qui est président du conseil d'administration de la Société historique et généalogique de Trois-Pistoles. Je l'ai dit dans un seul mot, dans une seule fois, sans me tromper. Bonjour. C'est pas tout à fait ça, parce que c'est maintenant changé pour Société d'histoire et de généalogie de Trois-Pistoles. Il faut que je m'y remette. Là, au bout de 21 ans, à un moment donné, j'ai l'ancienne version. Oui. Monsieur Bélanger, qu'est-ce qui se passe de bon ici à la Société? Bon, nous, depuis, il faut dire qu'on est ouvert depuis 1979, la Fondation, et on a transité par des locaux différents. Ici, au Centre culturel, on a été au Parc de l'Aventure Basse dans les grandes années du parc, et on est revenu ici. On a, disons, un dépôt là, beaucoup plus approprié pour nos archives. Et puis, c'est ça, depuis une bonne douzaine d'années qu'on est ici dans nos locaux. Et on peut voir un peu autour, là, on a accumulé une bonne quantité de matériel très intéressant. C'est plus chaud l'hiver qu'au Paba. Oui, ben l'hiver, moi, j'ai vécu le Paba là-bas, puis c'était quand même pas si mal. Aujourd'hui, ça s'est détérioré beaucoup, mais à l'époque, c'était correct. Et ici, beaucoup plus de place, oui. En plus, c'est plus thématique. Il faut le dire, c'est à côté de la bibliothèque. Oui. Il y a des ententes souvent avec la bibliothèque là, pour des élégages d'archives, des choses comme ça. Mais il faut dire que nos répertoires, puis tout ça, les gens qui viennent nous visiter, tout ça, ils viennent beaucoup, au départ, beaucoup pour la généalogie. Il y a eu beaucoup d'engouement pour ça et on est équipé d'une façon assez admirable là, pour une petite localité comme nous autres. Là, on est comparable à des grands centres. Très important ici en Amérique du Nord, surtout chez les francophones, hein, la généalogie. Oui. Étrangement, puis au Québec, on est comme dans les champions là-dedans. Oui, bien c'est aussi à cause de la qualité de nos archives. Les archives de généalogiques, il y a ça, mais aussi c'est que la Nouvelle-France s'est créée à peu près au moment où ça prenait forme les États civils, là, les archives d'État civil. Alors, on a pratiquement tout depuis le début. À part les incendies, là, on a tout. Quelques-unes, mais on a toujours 2 copies. Ça fait qu'il y a juste 2 exceptions là, où, dans l'Outaouais, là, où l'État civil puis les parties religieuses ont brûlé à quelques mois de distance. Mais autrement, on a à peu près tout. Bien, aussi, question d'histoire, ici, pour les Québécois francophones, on s'entend, les racines, ça peut sonner plus important là, qu'en Amérique du Nord, le reste de l'Amérique du Nord, où les gens quittaient tout, puis ils oubliaient un peu leur passé, hein, parce que souvent on arrive aux États-Unis, et puis on part du côté, les Franco-Américains. Oui. Ça sont beaucoup portés là-dessus, la généalogie. Oui, bien avec les racines d'ici, là, parce qu'on sait qu'il y a plus de francophones descendants du Québec en Nouvelle-Angleterre qu'il y en a au Québec, là, présentement. Donc, oui, c'est un phénomène important. On parlait de presque 30 millions de descendants. Oui, environ, oui, hors Québec, là, qui viennent de c'est comme la diaspora des Canadiens français. Il y a beaucoup de gens qui parlent plus français là-dedans. Hein. Ce sont des descendants, j'imagine. Mais outre ça, ici, à la Société, quelqu'un qui ne connaît pas la Société, là, on vient y faire quoi? Est-ce que c'est compliqué de venir consulter les archives? Ici, il faut dire qu'on est ouvert les mardis après-midi et les jeudis après-midi, toujours. On a notre employé permanente, là, à temps partiel, là, Julie Morin, qui est là depuis une vingtaine d'années. Donc, elle est très au courant et est à mesure de guider ceux qui arrivent. Puis, on a aussi une bénévole qui est très assidue, là, Mme Gaëtane Talbot, qui nous aide énormément. Puis, elle aussi est habilitée là, à guider les gens, que ce soit pour la généalogie ou l'histoire régionale. Là. On a des fonds quand même assez importants. Là.
Il y a certains livres, certains volumes qui se sont produits ici, dont La petite histoire de Trois pistoles, entre autres. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui... Les petites histoires avec Robert Letourneau, surtout, puis il y avait M. Plourde qui c'était... il y en a deux, en fait. Il y en a un qui était dans les limites de la municipalité de Trois-Pistoles, et puis il y a l'autre qui est dans la municipalité Notre-Dame-des-Neiges, là. Donc, on a deux volumes assez importants qui ont été faits là, sur chacune des adresses civiques. C'est pas parfaitement complet, évidemment, là, parce que c'était de l'ouvrage de moine. Là, Ça reposait sur la mémoire des gens aussi. Un peu, mais on essaie d'avoir les archives, puis on s'est basé aussi sur des photos aériennes, comme dans la municipalité, il y a eu en 1953-54 environ, là, il y a eu le ministère, je pense, des Terres et Forêts avait photographié toute la région. Et on s'est basé là-dessus pour établir là, l'entête ou la présentation du livre. À vue de nez comme ça, on parle de combien de milliers de documents que les gens ont accès? Il y a des photos, là, c'est pas juste de l'écrit. Et sinon, dans les photos, si on a des fonds, présentement, la population qui est âgée, souvent les successions nous emmènent beaucoup de documentation. Donc, on crée des fonds personnels avec ça. Mais ce qui est peut-être le plus pertinent et étonnant, c'est le fonds du courrier. Le journal qui a eu ici à Trois-Pistoles pendant 30 ans, on a le fonds complet des photographies qui ont été faites. Donc, on parle d'environ 75 000 photos qu'on a. Le journal a été complètement numérisé puis est accessible en ligne, mais les photos qui se retrouvaient dans le journal, c'est peut-être 1/10 des photos qu'on a, là. OK, donc il y a beaucoup de photos. Donc, c'est ça, les gens, souvent, ils vont peut-être dire mon grand-père est mort, ma grand-mère est morte, il y avait des cartes mortuaires, des trucs comme ça. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, on en a un grand répertoire. C'est juste à côté ici, là, toutes les tablettes qu'il y a là, c'est des cartes mortuaires. Donc, de la région. Donc, ne jetez pas ça, là. Non, c'est ça, oui. Puis, nous autres, évidemment, on n'a pas intérêt à en garder en triple, en quadruple, là, mais habituellement, on les classe, puis on peut les... Ça, c'est le nerf de la guerre, je pense, l'archivage puis le classement. Oui. Puis là, présentement aussi, on a la chance, sur notre conseil d'administration, d'avoir 2 archivistes professionnels à la retraite. Donc là, on compte miser encore là-dessus pour laisser aux générations futures là, quelque chose là, selon les normes le plus possible. Moi, je me disais tout le temps, c'est un beau projet de retraite pour moi. Là. C'est un beau projet de retraite. Je pense que je viendrai vous donner un coup de main. Ah oui. Ça. C'est l'histoire avec un petit H, mais qui souvent, c'est elle qui supporte l'histoire avec un grand H. Hein? Oui. C'est elle qu'on connaît le moins. À part ça, ici, là, à quoi les gens peuvent s'attendre? Il y a du matériel, là, c'est pas poussiéreux qu'on fouille dans les livres nécessairement. Là, ici, là, vous avez non, on a ça, mais on a aussi, de façon électronique, comme pour la généalogie, on a accès, on a un projet provincial là, qui s'appelle BMS 2000, dont on fait partie, on dépose des archives, ça nous donne accès à des archives de toute la province. De mémoire, là, on est rendu à environ 16 millions d'actes numérisés, donc accessibles par des programmes de recherche et tout ça, là, des couplages de données, et très, très efficaces. Là, on est même, à ce niveau-là, on est même mieux équipé que les Mormons pour notre région, là. Donc, c'est bien. Donc, ici, à Trois-Pistoles, c'est très culturel. En plus d'être sportif, très culturel, ici, très performant au niveau culturel. Les gens qui veulent prendre leur carte de membre, en plus, vous avez un bulletin annuel. Vous avez des publications annuelles. Vous avez le journal. Oui, on appelle ça l'Écho des Basques. On est déjà rendu à une quarantaine de 45 numéros. Et je pense qu'on a une revue quand même de très belle qualité, là. Puis depuis quelques années, maintenant, André Morin, là, qui était un journaliste professionnel, est sur l'équipe. Donc, ça nous permet d'avoir un standard de qualité là, très, très élevé. Ça coûte combien d'être membre? Pour être membre, c'est simple, c'est 25 $ annuellement, qui comprend la revue annuelle. Et ça comprend tout l'accès ici à l'année longue. Là, c'est le meilleur moyen. Puis en plus, ça supporte notre organisme pour la pérennité des choses. L'accès Internet, est-ce qu'il faut être membre ou c'est libre? Accès Internet, quand on vient ici, quand on est membre, on a accès complet. L'accès, si je parle du BMS 2000, on peut l'avoir en ligne, mais il faut payer
faut payer l'organisme qui gère tout ça. Là. Donc, ça vaut vraiment la peine de venir ici. Et puis, on a aussi une base de données pour notre région, qu'on appelle le BK6, qu'on a monté ici, qui a environ, on est rendu à 175 000 noms, là, et ça met en lien toutes les parentés des familles. Là. Donc, si vous voulez savoir votre parenté avec quelqu'un presque au hasard, on peut en trouver des liens, là, presque assurément. Beaucoup de municipalités au Québec ont des organismes qui ressemblent à ce qu'on a ici à Trois-Pistoles. Sauf que Trois-Pistoles, c'est vraiment bien développé. J'invite les gens à venir. Là. C'est vraiment... Oui, c'est très étonnant. Je pense que les gens ne peuvent même pas se douter de tout ce qu'on a ici. Là. Même qu'on a, en plus, on a un peu des objets, puis là, on est en prospectus de savoir qu'est-ce qu'on fait avec. On les cède à un musée ou quelque chose, parce que c'est pas notre... Nous autres, c'est plus les archives qui sont notre mission première. Là. Mais on essaie de voir. On a quand même des choses... comme un camion jouet qu'on a de 1920 environ, là, que Léopold Demour avait fait, qui est un des grands peintres ici. Là. On a des collections comme Céris Morancy, qui était un peintre très reconnu. Là. On a une 50aine de ses œuvres ici. Là. Et toutes sortes de choses comme ça. Mais on essaie tant bien que mal là, de mettre un ordre là-dedans. C'est tout le temps l'espace. Oui. Ça prend de l'espace, mais il faut faire aussi de l'élagage. On ne peut pas tout garder, là, mais il faut garder ce qui est significatif. Là. Pertinent. Là. Ce qui est pertinent, oui. Merci beaucoup à M. Bélanger. Bienvenue, ça me fait plaisir. Puis en passant, notre Assemblée générale annuelle a lieu le 21 avril à 13h30. Donc, c'est une invitation à tous. C'est le temps de prendre sa carte de membre également. Oui, en même temps. Merci beaucoup. Bienvenue. Voici maintenant les annonces de la semaine. Il est maintenant temps d'inscrire votre enfant au terrain de jeu offert aux citoyens de la ville de Trois-Pistoles et de Notre-Dame-des-Neiges. Vous avez jusqu'au 20 avril sur la plateforme Sport Plus. Pour plus d'informations, contactez le 851-1995, poste 2842. Croque Ensemble des Basques dirige sa cuisine collective à Saint-Rita le 16 avril dès 13h. Inscrivez-vous au 851-6049. En collaboration avec la Maison du Notaire et l'équipe des Voisins solidaires, une programmation cinéma vous sera présentée à tous les troisièmes vendredis du mois. Le coup d'envoi sera le 19 avril à 19h au Centre culturel de Trois-Pistoles. Le 13 et 14 avril, allez vous amuser aux arcades au Centre culturel de Trois-Pistoles de 10h à 18h. L'équipe de hockey Le Transport Denis Gosselin de Saint-Cyprien a remporté les grands honneurs. Ils sont champions du circuit senior KRTB. 2 champions dans les Basques, c'est pas rien. Bravo aux organisations et aux joueurs. Du 3 au 6 avril dernier, la Fédération canadienne de ballon sur glace tenait son championnat canadien des 19 ans et moins au Manitoba. Le ballon sur glace mineur du Témiscouata était représenté par 2 équipes M19. L'équipe masculine remporte son 3e championnat consécutif, alors que l'équipe féminine a gagné la médaille de bronze. Félicitations! En terminant, l'équipe de la TCBH s'est déplacée au Nouveau-Brunswick pour vous offrir des images inédites de l'éclipse solaire. Bon visionnement! C'était Véronique de la TCBH qui vous dit à la semaine prochaine!